Tout d'abord, c'est un livre qui s'attache à comprendre ce qui, dans les Lumières, ou ce que chacun reconnaît, en fin de compte, ou chacune d'ailleurs, comme les Lumières, nous interpelle. L'introduction reprend à Voltaire donc cette phrase célèbre et qu'exploite Antoine tout au long du livre, « Tout nous regarde », et de quelle manière, finalement, dans ce livre-là, il explique de quelle manière le monde contemporain, mais aussi sur la durée, s'est inspiré des Lumières qui, en elles-mêmes, n'étaient pas tant stabilisées pour inventer, finalement, une forme de modernité. Mais il l'expliquera encore mieux et de manière plus détaillée, je crois, dans la discussion ce soir. Je suis aussi évidemment très heureux d'être là, à la fois en raison de ce que représente depuis très longtemps Esprit dans le débat public, mais aussi de ce numéro, le partage de l'universel, qui m'a beaucoup frappé, interpellé, avec pas mal de points communs d'ailleurs, y compris dans les références bibliographiques, dans certains articles. Et ça m'a frappé de voir qu'en venant d'horizons différents, avec à la fois toi et certains auteurs du numéro, on était allé chercher parfois les mêmes références théoriques. Peut-être on y reviendra dans la discussion pour essayer de desserrer l'opposition entre universalisme et particularisme. Donc ça m'a beaucoup intéressé. Je trouve que c'est un très très beau numéro, et je pense qu'effectivement il y a convergence, à défaut d'une convergence des luttes, il y a au moins une convergence dans la volonté d'échapper à des oppositions ou à des dichotomies trop tranchées, telles qu'elles polluent, je crois, aujourd'hui le débat public. Cette volonté de retrouver un dialogue de l'universel et du particulier, c'est-à-dire également un partage de l'universel. Je trouve votre titre est magnifique, ou une construction de l'univers, un universel qui n'est pas proclamé, mais qui est construit, ça à partir des différences. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que, j'imagine, on est assez nombreux aujourd'hui à essayer de rechercher comme une respiration dans l'espace public. Alors je vais y revenir. Effectivement, les Lumières jouent évidemment un rôle important dans ce débat-là. Et c'est vrai que ma première partie s'appelle, de manière sans doute un peu ambitieuse, universalisme. Et genre, je vais y revenir pour répondre à ta question. Si tu veux bien, je vais d'abord répondre à la question précédente que tu as évoquée, que tu as posée dans ton introduction, qui est la question de ce que le surgissement du débat au moment des attentats de Charlie Hebdo, et de la référence de la présence tout d'un coup de Voltaire dans l'espace public. On s'est réclamé de Voltaire, les gens se sont mis à relire le traité, ou en tout cas à acheter le traité sur la tolérance. On a dit Voltaire et Charlie, etc. Et ce que ça, parce que j'ouvre le livre par ça, donc tu as raison d'y faire référence. Et c'est vrai que ça faisait déjà un moment que je travaillais sur les Lumières. Donc c'était pas ça qui m'a poussé à travailler sur les Lumières. Ça m'a sans doute poussé à écrire ce livre, au sens où j'ai pris conscience d'un écart que je trouve très frappant entre la situation du débat public et la situation du débat savant sur les Lumières. Et au fond, le livre naît de ça. Il naît d'un inconfort en tant qu'historien, dans le constat qu'on a dans le débat public, notamment en France, mais pas seulement en France, mais particulièrement en France, une conception à la fois une grande présence des Lumières dans le débat public, enfin une grande présence, quand même une présence des Lumières dans le débat public, mais une présence massive au sens d'un concept massif. Les Lumières, ça reste la raison, le progrès, la liberté d'expression, c'est-à-dire quelque chose de très monolithique, et qui est souvent utilisé, que ce soit pour s'en revendiquer ou pour le critiquer, de manière extrêmement monolithique. Tout le monde sait ce que c'est, et ça veut dire des choses très, très, très évidentes. Et si je veux simplifier, les Lumières, c'est l'idéologie du républicanisme universaliste français. Et puis, à l'inverse, dans le débat savant, qui est celui de mon milieu professionnel, à l'inverse, depuis 20 ans, 30 ans, les Lumières ont volé en éclats. Ont volé en éclats, c'est-à-dire que tous les travaux ont consisté
en gros, a montré que les Lumières, c'est pas ce qu'on pensait, que c'est infiniment plus compliqué. D'abord parce que les Lumières, c'est pas seulement les philosophes français, mais qu'il y a une grande diversité. Les Lumières allemandes n'ont pas grand-chose, l'Aufklärung n'a pas grand-chose à voir, ou en tout cas moins à voir qu'on ne le pense avec les Lumières françaises. Il y a des Lumières écossaises qui sont encore différentes, des Lumières italiennes beaucoup plus réformistes, des Lumières chrétiennes, des Lumières juives qui essayent de rendre compatible la foi et la raison. Bref, une complication extrême de la question des Lumières. Et du coup, évidemment, c'est compliqué quand on est historien de travailler à la fois d'être sur cette articulation. Et donc, il m'a semblé qu'il était important, d'une part, d'essayer de rendre disponible dans l'espace public toute une série de travaux savants pour justement que cette complication de la référence aux Lumières et de ce que les Lumières peuvent représenter historiquement soit pas simplement une espèce de débat savant, mais puisse être approprié beaucoup plus largement. Et c'est pour ça que le livre essaye d'être dans un équilibre entre beaucoup de notes de bas de page, c'est une remarque qu'on va faire quand même, beaucoup de notes de bas de page, donc qui sont beaucoup de références bibliographiques, et en même temps, ça, je suis touché de ce que tu me dis, je ne pense pas du tout que ça se lise comme un roman policier, ne faisons pas de publicité mensongère, les lecteurs seraient déçus, mais j'ai essayé qu'en même temps, effectivement, ce soit accessible, que ce débat savant soit accessible, y compris pour un lectorat non spécialiste. Et en retour, un effet inverse qui est d'essayer de ne pas en rester simplement à la complexité, mais de voir comment néanmoins le concept, la catégorie de lumière peut continuer, une fois qu'on l'a compliqué, néanmoins à produire des effets politiques, intellectuels, culturels. On va le développer. Pour l'instant, ça reste un peu peut-être un peu abstrait ce que je dis là, mais je pense qu'à la suite de la discussion, on pourra y revenir. Donc ça, c'est sur le projet du livre. De ce point de vue-là, donc effectivement, en partie une réaction au débat dans l'espace public et une tentative de construire un pont entre le débat proprement universitaire et le débat public. J'en arrive à ta question sur universel et universalisme, et notamment à Voltaire, qui joue effectivement un rôle important dans le livre, et notamment le Voltaire historien. Et le Voltaire, j'ai un faible pour L'Essai sur les mœurs et l'esprit des nations, qui est le grand livre d'histoire universelle de Voltaire, qui aujourd'hui est pratiquement plus lu, mais qui au XVIIIe siècle était considéré comme un des grands livres de Voltaire, qui était lu dans toute l'Europe, et qui est une tentative, effectivement, d'écrire une histoire universelle, en réalité qui est essentiellement une histoire de l'Europe, qui est centrée sur l'histoire depuis au Moyen-Âge, mais surtout après la fin du Moyen-Âge, donc l'histoire de la modernité, et justement à la fois européenne et pas seulement européenne. Et c'est tout le geste de Voltaire qui est de vouloir élargir l'histoire, d'écrire une histoire véritablement universelle, ouverte à l'histoire des sociétés, des civilisations non européennes, puisque le livre commence, c'est un geste un peu radical, commence par l'histoire de la Chine, par l'histoire de l'Inde, par l'histoire du Japon. Mais ce qui est frappant, c'est que on pourrait dire, et ça a été beaucoup dit, voilà le geste des Lumières, produisant une véritable histoire universelle, un geste universaliste, contre l'histoire providentielle, chrétienne, qui était celle au préalable de Bossuet. Et de fait, c'est ce que dit Voltaire. Voltaire reproche beaucoup à Bossuet, notamment, c'est sa cible, d'avoir écrit une histoire uniquement partant de la Bible, et puis étant une histoire de l'Europe chrétienne. Mais ce qui est frappant, c'est qu'évidemment, le livre de Bossuet s'appelle « Essai sur le discours sur l'histoire universelle ». Ça, c'est le titre de Bossuet en 1672. C'est-à-dire que c'est intéressant parce qu'il ne faut jamais oublier que les Lumières n'ont pas du tout le monopole de l'universalisme. Il y a un universalisme précédent, qui est l'universalisme chrétien,
qui lui-même se proclame un universalisme. Hein. Et Bossuet avait tout à fait l'impression d'écrire une histoire universelle. Alors, Voltaire lui reproche, j'aime beaucoup la formule, d'avoir oublié l'univers dans une histoire universelle. Donc c'est une formule très forte, hein, d'avoir écrit une histoire, où à un autre moment, il a écrit une histoire universelle, où il a oublié les 3/4 de la Terre. Bon, donc cette volonté de créer un véritable universel, plus universel que l'universel, et plus véritablement universaliste que l'histoire universelle présente, voilà, c'est un geste classique d'un universalisme qui critique celui qui le précède. Et donc ça, c'est important d'avoir ce premier aspect, hein, c'est que ne pas oublier qu'il y a toujours une concurrence des universalismes. Hein, et ça, les Lumières ne font pas exception. Et puis le deuxième élément, c'est de montrer qu'au fond, cet universalisme, alors le terme universalisme n'est pas du XVIIIe siècle, mais le terme d'universel, oui, cette histoire universelle, en tout cas de Voltaire, est en partie un échec. Elle est en partie un échec au sens où elle reste tout cet effort d'élargissement et d'écriture d'une histoire, aujourd'hui on dirait mondiale, hein, mais d'une histoire véritablement universelle, elle reste néanmoins prisonnière de quelque chose qui est le point de vue européen et le point de vue de l'exception européenne. Et Voltaire a beau essayer de s'en débarrasser, ça revient en permanence. Ça revient en permanence et ça revient notamment par l'affirmation du nous. Nous les Européens. Même quand ce nous européen s'intéresse et s'ouvre au reste de l'univers, il reste un point de vue qui est à la fois celui de l'auteur et celui de ses lecteurs, qui est celui de la définition de la communauté culturelle qui proclame son universalisme. Ce qui ne veut pas dire que pour autant le geste de Voltaire doit être rejeté, mais qu'il est intéressant de comprendre que cet universalisme des Lumières lui-même, en tout cas cette volonté, ce geste vers l'universel des Lumières, hein, reste profondément ambivalent et pris dans un espace d'énonciation qui est profondément européen. Il y a une chose qui serait intéressante d'entendre aussi, c'est comment tu distingues finalement les Lumières de l'œuvre intellectuelle du XVIIIe siècle, c'est-à-dire où se loge ce qui est de l'ordre du corpus des Lumières, qui n'est pas tout simplement un texte qui est apparu au XVIIIe siècle. Donc est-ce que c'est quelque chose que tu as identifié et défini, ou est-ce que finalement c'est assez mouvant, c'est ce que tu décides qui est les Lumières à ce moment-là, enfin comment tu travailles cette idée d'un corpus des Lumières qui ne serait pas seulement l'œuvre littéraire ou intellectuelle du XVIIIe siècle? Alors il y a plusieurs façons de répondre, je pense, à ta question. D'une part, j'ai une conception très large des Lumières, d'abord parce que j'essaye de lutter absolument contre l'idée d'un corpus restreint et d'une cohérence doctrinale des Lumières, parce que lorsqu'on fait ça, en fait, on définit un corpus par rapport à une idée préalable des Lumières, et donc on retrouve dans ce corpus, au fond, ce qu'on y a mis. Et je pense que c'est très important d'avoir, enfin en tout cas moi je définis les Lumières d'abord comme un espace de débat, comme un espace, donc non pas comme un programme, je ne crois pas du tout à un programme intellectuel, une cohérence doctrinale des Lumières, dont le monde moderne serait la révolution, puis le monde moderne serait au fond le résultat, mais je vois plutôt les Lumières comme un vaste espace dialogique et polyphonique de débat, profondément inscrit dans une époque et donc marqué par un ensemble de transformations sociales, culturelles, politiques, la naissance, le développement de grandes métropoles comme Paris, Londres, ou à un moindre degré Vienne, Édimbourg, Naples et Berlin. Le développement, on pourra peut-être en reparler, de la presse et de l'imprimé, le développement du commerce, les premières formes de mondialisation commerciale, donc tous ces éléments qui font partie des Lumières au sens où les Lumières sont l'espace de débat intellectuel et politique qui s'efforce d'interpréter, de donner un sens
à ces transformations. Ce que j'appelle au fond, pour le résumer, je dis que les Lumières s'efforcent de problématiser la modernité, hein, bien plus que de la programmer. Hein, donc ça, c'est le premier élément. Donc ça permet d'ouvrir très largement et de ne pas penser qu'il y a d'un côté des Lumières et de l'autre côté des non-Lumières ou des anti-Lumières. Je vais prendre, pour que ce soit un peu concret, je vais vous donner un exemple qui est un auteur un peu ambigu ou ambivalent qui est Herder. Hein, donc le penseur de l'autre philosophie de l'histoire, un penseur allemand qui est en dialogue critique avec Kant, et qui a parfois été considéré comme un adversaire des Lumières, ou plutôt un précurseur du romantisme. Et c'est tout à fait... Je cite Herder volontairement, je pourrais faire la même démonstration, ce serait même encore plus parlant avec Rousseau, mais je vais le faire avec Herder, parce qu'évidemment, c'est une grande importance pour la question de l'universel. Herder, donc, il a parfois été... Si vous avez une définition très restreinte des Lumières liée à un rationalisme abstrait, mais qui est juste une décision de dire les Lumières, c'est le rationalisme abstrait dans une conception justement très voltairienne des Lumières. Effectivement, vous pouvez exclure Herder. Et ça a parfois été fait. On doit dire dans ce cas-là, Herder, c'est plutôt l'annonce du nationalisme romantique, des anti-Lumières, etc. À peu près aujourd'hui, tous les spécialistes de Herder considèrent que c'est aberrant de faire ça. Et que Herder, à tout point de vue, s'inscrit complètement dans l'espace intellectuel, culturel et politique des Lumières. Simplement, Herder, c'est effectivement quelqu'un qui va mettre en avant et insister sur l'importance des communautés culturelles. Va insister énormément là-dessus, mais tout en restant dans un horizon qui est un horizon universaliste. En fait, c'est un Leibnizien, donc je ne vais pas faire la démonstration là, mais toute sa pensée, la philosophie de l'histoire est liée à la théodicée de Leibniz. C'est quelqu'un qui est totalement pris dans ces débats et ces dialogues. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont vu. Quelqu'un l'a parfaitement bien vu. Alors, je le cite aussi parce que je sais que c'est un auteur qui, ici, signifie quelque chose, qui est Patočka, qui, dans un article en 1941, avait dit que Herder était une modification un peu plus chaleureuse des Lumières. Voilà, c'est le versant, le courant des Lumières, mais qui, justement, est davantage sensible à la question des communautés culturelles et des diversités culturelles. Alors, c'est évidemment très important, parce que si on réintègre Herder, mais aussi Rousseau, mais aussi d'autres, à la question, au panorama intellectuel et culturel des Lumières, tout d'un coup, c'est toute la question de la prise en compte de la diversité culturelle et des communautés culturelles pour penser l'universalisme des Lumières qui s'en trouve modifiée, parce que vous intégrez du coup toute la tradition anthropologique issue de Herder, et du coup, vous réintégrez des formes d'universalisme beaucoup plus ancrées dans des particularismes culturels, voire évidemment géographiques, langagiers, linguistiques, etc., ethnographiques. Donc voilà, ça c'est pour répondre un peu à ta question. Et alors, mais je ne veux pas être trop long dans chaque réponse parce que sinon on n'aura pas le temps. Mais l'autre élément, je pense qu'on y reviendra dans la discussion, c'est que par ailleurs, et ça je vais le dire très vite, je considère que les Lumières ne s'arrêtent pas au XVIIIe siècle, mais que les Lumières ont en permanence été réinterprétées. Et que cette réinterprétation des Lumières, aujourd'hui, cette série de réinterprétations fait partie de ce qu'on comprend et de ce qu'on entend à travers le concept de lumière. Il faut juste dire une chose, rappeler, c'est que l'idée de lumière avec un L majuscule, qu'on dit le siècle des Lumières, la philosophie des Lumières, l'héritage des Lumières, l'esprit des Lumières. Alors, sans doute, vous le savez très bien, mais je le rappelle, c'est quelque chose qui date du XXe siècle. Ce n'est pas un concept antérieur au XXe siècle. En français, en allemand, c'est un peu différent, évidemment, avec Aufklärung. En anglais, c'est pareil. Enlightenment, c'est le début du XXe siècle. Donc,
quand on parle de lumière, hein, on utilise déjà de toute façon une catégorie qui a été construite dans des contextes, notamment politiques et intellectuels, qui ont toujours été des contextes extrêmement engagés. Alors peut-être qu'on va y revenir avec des exemples, mais donc du coup, je pense qu'il faut être sensible à ça. Aujourd'hui, quand on parle des Lumières, on parle à la fois d'un débat intellectuel produit au XVIIIe siècle, mais aussi de la manière dont ce débat a toujours été construit comme un héritage. Hein. Ce n'est pas juste nous aujourd'hui qui faisons le geste de revendiquer un héritage ancien, c'est parler des Lumières, c'est déjà de toute façon construire ce débat intellectuel du XVIIIe siècle comme sous la forme d'un héritage, d'un discours généalogique. Et c'est pour ça que réapparaît toujours la question du nous. Hein, les Lumières, ça entraîne en permanence, vous serez sensible à ça, dès que les gens parlent des Lumières, de l'héritage des Lumières, le nous apparaît. Hein, c'est un héritage que nous revendiquons. Et alors évidemment, la question, c'est ce que délimite ce nous. Alors, je prolongerai là-dessus, si tu veux bien, Antoine. Justement, c'est cette question du nous et les autres, elle se pose aussi dans ton livre, quand tu évoques les postcoloniaux, les auteurs postcoloniaux, la critique postcoloniale qui a été adressée aux Lumières, et que tu tentes d'ailleurs qu'on en comprenne toute la diversité. Est-ce que tu reviendrais un petit peu là-dessus? Et aussi, est-ce que tu arrives là encore, à une définition d'une critique postcoloniale un peu unifiée, ou est-ce qu'il est impossible de... Et à quel point se joue dans cette critique postcoloniale la question du point de vue ou la question des gens qui la portent, plus encore que ce qu'ils disent, ou voilà, comment tu as travaillé un peu avec tout ça? Alors, d'abord, effectivement, ce qu'on appelle critique postcoloniale, ça j'essaye, bon, tu connais ça aussi très bien, mais j'essaye d'expliquer, enfin de dire dans le début du livre, c'est que d'abord, c'est une nébuleuse très large de théories, d'auteurs, de critiques qui sont en désaccord les uns avec les autres. Donc déjà, il faut se garder. Et puis, c'est pas un livre sur le postcolonialisme, donc j'ai pas d'expertise extrême. Ce qui m'a intéressé, c'est le défi que, disons, cette nébuleuse postcoloniale lance aux Lumières et au discours, à l'universalisme hérité des Lumières. Au fond, je dirais que si on devait quand même réduire ou ramener ce discours, cette critique postcoloniale des Lumières, ce défi à un point, un élément central, c'est la critique d'un discours se voulant universel, mais qui est dans le déni du lieu et de la situation d'énonciation de cet universel. C'est-à-dire, en fait, la critique postcoloniale, c'est une critique pour le dire plus simplement, qui dévoile et qui dénonce le fait que cet univers, comme tout universalisme, l'universalisme des Lumières est enraciné dans un moment et un espace qui est celui de l'Europe. Et donc, il est que tout en pouvant être une force d'émancipation, il a aussi été, et ce n'est pas simplement un accident historique, il a aussi été une force, il peut être aussi une force d'exclusion, voire une force de domination. Et non seulement historiquement en situation coloniale ou aujourd'hui en situation post-coloniale, mais par exemple la mission civilisatrice de l'Occident, bien sûr, mais aussi le déni des identités, de l'affirmation des identités, disons, minoritaires. Mais, donc ça c'est des choses bien connues, mais même, non seulement historiquement, mais même dans son fondement même, et donc de ce point de vue-là, c'est la critique de tout discours universel qui n'est pas suffisamment critique de ces conditions d'énonciation. Alors ça, c'est le cœur de la critique. Là, j'essaye de la formuler en termes théoriques d'une certaine manière, pour lui rendre justice, parce que on peut évidemment la formuler de manière un peu plus brutale, mais c'est très très vite prendre le risque de la caricaturer, ou en tout cas de la ramener à ses formes les plus caricaturales, qui de fait existent aussi, et qui consiste à dire, finalement, les Lumières, c'est jamais que l'idéologie de l'Europe triomphante, dominante, colonialiste. Alors,
donc ça, disons, c'est le... Mais autour de ça, vous avez des formes caricaturales et brutales et très réductrices. Vous avez des formes beaucoup plus subtiles qui, justement, sont extrêmement sensibles à toutes les formes de contradiction et d'ambivalence qui sont inhérentes, justement, à toutes les revendications, universelles. Alors, au fond, moi, le travail dans le livre, et notamment, donc, il y a un gros chapitre au début auquel tu fais allusion sur le défi postcolonial, ça a été d'échapper à deux caricatures, plutôt de les décrire et de les écarter. Donc, la caricature que certains auteurs postcoloniaux font aux Lumières, qui consiste à les considérer comme un bloc monolithique et idéologique, et notamment à leur dénier toute forme de réflexivité critique. Et ça, c'est très important de montrer contre ces lectures-là, y compris chez des très bons auteurs, des auteurs très intéressants comme Achille Mbembe, par exemple, que je le cite dans le livre, et c'est frappant parce qu'il y a quelques jours, dans un article plus récent de lui, qui est très intéressant, mais qui, dès qu'il parle des Lumières, c'est une espèce de bloc non réflexif qui serait dans l'auto-illusion. Or, ce qui m'intéresse, c'est de montrer, contre cette critique-là, de montrer que il y a énormément d'auteurs du XVIIIe siècle, d'auteurs des Lumières, ont été extrêmement sensibles et étaient les premiers à être critiques des dangers inhérents à ces formes d'universalisme. Donc ça, c'est important. Donc la critique, au fond, du danger de domination impérialiste porté par le rationalisme des Lumières, il est déjà très présent au XVIIIe siècle. Donc cette dimension d'autocritique de la raison occidentale, elle-même hérite des Lumières. Et vraiment, pour le coup, les meilleurs auteurs postcoloniaux en ont conscience et savent le faire. Donc ça, il faut rendre... mais pour le faire, il faut effectivement déployer cette autocritique des Lumières. Mais de l'autre côté, c'est important aussi d'éviter la critique du postcolonialisme ou de la pensée postcoloniale qui est parfois véhiculée par les héritiers proclamés des Lumières, qui eux-mêmes rejettent toute remise en cause ou tout discours critique à travers justement cette catégorie qui est elle-même un peu fantasmée, y compris par ses adversaires de postcolonialisme. Alors maintenant, ça y est, depuis quelques mois, c'est pensée décoloniale. Et donc là, on a aussi des slogans permettant de rester dans une espèce de confort du discours universaliste, mais aussi qui produit elle-même une caricature un peu rassurante des Lumières. Or, je pense que justement, le point le plus positif de la critique du défi postcolonial, c'est qu'il nous oblige, il oblige y compris ceux qui continuent à se réclamer des Lumières, à être plus sensibles aux contradictions, aux tensions, à montrer par exemple qu'un texte qui est traditionnellement considéré comme le manifeste anticolonialiste des Lumières, qui est le livre de l'abbé Raynal, en fait largement écrit par Diderot, en grande partie écrit par Diderot, qui est l'histoire philosophique des deux Indes, dans lequel vous trouvez des grands passages anticolonialistes de dénonciation du colonialisme ou de l'esclavage. C'est un texte aussi qui, par ailleurs, est aussi un texte à la gloire du commerce européen, de la douce colonisation européenne. Donc c'est un texte en réalité beaucoup plus contradictoire, complexe, ambivalent, ambigu que ce qu'on veut bien dire. Et là, il y a quand même une impulsion venant des théories postcoloniales qui nous permettent de relire
ces textes en étant beaucoup plus sensibles à leurs contradictions et à leurs tensions. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai essayé de travailler. Alors, au risque évidemment de mécontenter aussi bien les universalistes forcenés que les postcoloniaux, hein, ça c'est toujours le risque. Mais je pense que c'est quelque chose qui est important à faire. De manière plus générale, c'est une chose que je voudrais dire. Je pense que aujourd'hui, c'est important. Alors, si on veut se réclamer de quelque chose qui est l'héritage des Lumières, évidemment, le combat, enfin le fait de lutter contre les critiques radicales des Lumières, qu'elles viennent de la critique réactionnaire traditionnelle ou reformulée dans le national-populisme actuel, ou qu'elles viennent de formes effectivement identitaires, radicales, issues du décolonialisme. Ça reste nécessaire, mais peut-être plus qu'auparavant, il est aussi nécessaire de lutter, de défendre les Lumières contre certains de leurs héritiers proclamés. Hein, et que là, la manière dont certains héritiers des Lumières, et notamment en réaction à la critique postcoloniale, se mettent en proposer sur le marché des idées, des versions caricaturales, ultra défensives, voire techno-capitaliste. Là, je fais allusion, par exemple, au livre de Steve Pinker, qui en français a été traduit il y a 1 an et demi sous le titre de Le triomphe des Lumières, hein, donc Steve Pinker, qui est un linguiste et cognitiviste très réputé aux États-Unis, qui a fait un best-seller international autour des Lumières, avec une caricature scientiste et de la bonne conscience des Lumières que je trouve personnellement extrêmement effrayante. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'il s'agit de desserrer un certain nombre d'évidences, parfois en faisant jouer les contraires l'un contre l'autre. Je comprends bien ce que tu dis, puis là tu nous as montré peut-être ce qui est une des caractéristiques de ton écriture et la manière dont tu penses même, c'est-à-dire d'abord identifier ce qu'il y a peut-être de plus extrême ou les positions qui existent et ensuite réussir à te situer. Et on voit ça, le sentiment qu'on a à te lire, c'est justement ça. Ça crée de nouveaux espaces de réflexion, peut-être un peu inédits, qu'on n'avait pas observés, pensant qu'il n'y avait finalement que deux biais interprétatifs. Et je voudrais que peut-être tu nous en dises un peu plus sur ce que l'on peut faire après ça, une fois que tu as effectivement remis en place un dispositif où il y a plus de possibilités, où les choses ne sont pas seulement dans des positions binaires, on peut dire. Comment on fait avec ça? La deuxième chose que je voulais te poser comme question en réaction à ce que tu viens de dire, est-ce que ce débat intense finalement, hein, autour de la question de l'héritage des Lumières, est-ce qu'il n'existe qu'en anglais? Écoute, je n'ai pas lu toutes les notes en bas de... Non. Est-ce que tu as quelques ennemis en français? Parce qu'en anglais, tu en as quelques-uns. Mais alors, c'est peut-être parce que je n'ai pas regardé la bibliographie de manière assez précise, mais j'ai le sentiment que les thèses vraiment sur lesquelles même très savantes et contre lesquelles tu t'élèves ou que tu lis différemment de leurs auteurs, pour la plupart ce sont des auteurs anglo-saxons. Voilà, je me demande tout simplement. Alors c'est une très bonne question et c'est vrai que c'est intéressant que tu le formules comme ça. C'est vrai que il y a une bibliographie. Peut-être que je vais dire comme ça, dans l'espace, paradoxalement, dans l'espace public, la question des Lumières et de l'héritage des Lumières est, à mon avis, plus forte en France. Elle est plus présente en France, elle est plus forte en France pour une raison claire, c'est que la culture politique française a cette spécificité de s'être très largement fondée sur la politisation des Lumières.
Et ça date tout simplement de deux grands moments, qui sont la Révolution française et la Troisième République, hein, qui ont patrimonialisé politiquement l'héritage des Lumières. C'est pour ça, si Voltaire surgit de manière si évidente au moment de Charlie Hebdo, c'est bien sûr c'est le défenseur de la liberté d'expression, de la lutte contre le fanatisme, mais c'est aussi parce qu'il y a eu 2 siècles de construction de la figure de Voltaire comme une figure politique. Sous la Révolution française, la panthéonisation, puis sous le Second Empire, puis au moment du centenaire, puis tout au long du XXe siècle. Donc la canonisation de Voltaire, elle n'a jamais été une canonisation philosophique, pour le coup. Elle a été une consécration littéraire, mais avant tout une canonisation politique. Dans l'ADN républicain français, l'héritage des Lumières est très fort. Et donc, du coup, c'est pour ça, je pense que dans l'espace public français, le discours politique, la question politique des Lumières et de leur héritage, de leur défense, est très importante. Simplement, elle a muté, puisque traditionnellement, elle opposait les progressistes se réclamant de l'héritage des Lumières et à l'exception d'une petite frange à gauche très critique, mais qui était quand même très minoritaire, puisqu'en gros, quand même, la tradition socialiste française, c'est quand même très largement, très majoritairement revendiqué des Lumières. Et puis de l'autre côté, les adversaires du Lumière, c'était la droite réactionnaire dans la tradition contre-révolutionnaire. Bon, pour le dire très, très grossièrement, hein, mais c'était quand même ça. Et évidemment, c'est là que le défi postcolonial a changé la donne, hein, puisque vous avez toujours cette critique réactionnaire des Lumières, hein, toujours très, très, très présente, mais vous avez aussi une critique qui est tout à fait nouvelle, puisque c'est une critique du projet émancipateur, du discours émancipateur des Lumières, mais au nom d'un projet justement lui-même qui se veut plus émancipateur. Et du coup, ça crée des choses très étonnantes, hein, et notamment parfois la revendication, l'utilisation, l'instrumentalisation des Lumières, y compris dans des discours qui par ailleurs peuvent devenir des discours très conservateurs. Donc ça modifie les choses. En revanche, dans l'espace intellectuel et savant, je dirais que la question des Lumières, elle souffre d'être très éclatée sur un plan disciplinaire. Notamment parce que moi je suis historien, je viens de l'histoire plutôt d'une histoire sociale et culturelle représentée dans l'espace français par des auteurs importants comme Daniel Roche, Roger Chartier, et qui du coup ont beaucoup travaillé sur une histoire sociale et culturelle du XVIIIe siècle, mais peut-être moins sur la question des Lumières, et notamment du contenu intellectuel et théorique des Lumières, qui lui a été pris en charge plutôt par des historiens de la philosophie. Donc tu as cité Céline Spector, bon, il y en aurait beaucoup d'autres évidemment à citer. Un des derniers, par exemple, à être intervenu dans le champ de l'intervention sur qu'est-ce que les Lumières, c'est Bertrand Binoche, un petit livre, mais tout à fait intéressant. Donc, ça s'appelle Philosophie au siècle des Lumières, hein, Écrasons l'infâme. Bon. Donc, mais ça, c'est les historiens de la philosophie. Et puis, il faudrait ajouter les historiens de les littéraires, et puis les historiens d'art, évidemment. Mais du coup, peut-être que cet éclatement disciplinaire fait que la catégorie Lumière, dans l'espace universitaire académique, mais ce sera à toi aussi de dire ce que tu en penses, que tu connais aussi bien que moi, a pas toujours vraiment pris forme. Alors, et je ne vais pas essayer de ne pas être trop long, mais je dirais que alors, il faudrait prendre d'autres contextes universitaires, parce qu'on n'a pas juste le face-à-face anglophone, francophone. Hein. Évidemment, l'espace allemand, l'espace italien, c'est très important. Mais par exemple, dans l'espace anglo-américain que je connais bien, la référence aux Lumières est beaucoup moins forte. Elle existe, mais elle est quand même beaucoup moins forte dans l'espace public. Bon, en Angleterre, en fait, elle est quand même quasiment absente. Aux États-Unis, elle existe, mais de manière quand même, elle n'a pas du tout la même force qu'en France. En revanche, dans l'espace universitaire et académique,
elle a été beaucoup plus signifiée par l'existence de ce qu'on appelle histoire intellectuelle, intellectual history ou history of political thought, qui, du coup, ont beaucoup construit toute une tradition de débat autour de la catégorie de lumière. Donc voilà, c'est un peu long comme réponse, mais je suis obligé d'être un peu nuancé pour répondre. Alors j'ai peut-être une dernière question parce que je pense, c'est ton dernier chapitre sur diagnostic de la modernité ou avant-dernier chapitre, je ne sais plus, c'est le dernier. Et tu reprends là, enfin, de manière tout à fait éclairante aussi, le travail de Foucault sur les Lumières, et tu l'articules à la question de l'émancipation. Et de nouveau, tu reviens justement à cette question du nous inaugural que tu t'étais approprié après Voltaire. Et je trouve que, bon, outre le fait que voilà, tu rends là encore le travail de Foucault tout à fait intelligible et avec beaucoup de finesse sur les variations finalement dans la manière dont tu l'écris, tu envisages et tu convaincs du fait que tu écris, d'ailleurs je pense que c'est une phrase un peu comme ça, incidemment, mais qu'aucun auteur moderne ne peut durablement échapper à la question des Lumières. Est-ce que tu veux nous dire un peu ce que tu entends par là? Et c'est un caractère un peu prophétique, donc on voudra en savoir plus. Oui, alors, ce qui m'a intéressé donc, dans ce chapitre sur Foucault, c'est, je suis parti d'une énigme, évidemment je ne suis pas le seul à m'être posée, mais enfin, à laquelle je ne suis pas le seul à m'être confronté, c'est que Foucault, qui dans les années 70 apparaissait à peu près à tout le monde, et peut-être sans doute même à lui-même, comme un critique de l'héritage des Lumières, du rationalisme moderne, etc., dans les dernières années de sa vie, en gros à partir de 78 et très fortement au début des années 80, se réclame de la Aufklärung, de Kant, des Lumières, et notamment avec ce texte qui va avoir une postérité après sa mort posthume, qui est Qu'est-ce que les Lumières, qui est un commentaire du texte de Kant, où il se réclame de cet héritage. Alors ça surprend quand même énormément les commentateurs. Bon. Et j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé, et mon interprétation, c'est qu'il y a à la fois Foucault réagit à la fois à une aporie de son propre programme théorique et la nécessité de réinvestir cette question des Lumières. Donc là, j'ai en gros une approche un peu discontinuiste de l'œuvre de Foucault qui plaît pas à tous les Foucaldiens, mais bon, c'est comme ça. Deuxièmement, je pense surtout qu'il essaye de répondre à un débat intellectuel très intéressant de la fin des années 70, début des années 80, notamment dans son dialogue avec Habermas. Donc là, je pense qu'en fait, ce moment est clairement une réponse à Habermas. Et c'est intéressant parce que souvent, on caractérise les années 80 comme un retour aux Lumières à travers la pensée libérale, les droits de l'homme, etc., comme un contre la pensée 68. Et je pense que ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a aussi un retour aux Lumières venant de courants très différents. Et par exemple chez Foucault, parce que chez Foucault, ça passe pas du tout par le libéralisme politique, ça passe par autre chose, ça passe par une réflexion sur la modernité, et ça passe, et là je pense que ça va répondre à ta question, ça passe par la question d'une réflexion sur la mission et la responsabilité de l'intellectuel dans l'espace public. Et c'est là surtout que je pense que Foucault se retrouve obligé de se ressaisir de la tradition des Lumières. Donc ça, c'est un peu c'est l'hypothèse que je fais, qui notamment s'appuie sur le fait que c'est le moment où il réfléchit à la question de la parésia. Donc c'est le moment où il réfléchit à la question du discours de vérité, et d'un discours de vérité qui n'est pas un discours d'autorité, de pouvoir, de savoir, mais qui est la possibilité d'un discours qui soit véritablement orienté vers la vérité, à la fois pour se changer soi-même et pour changer les autres. Et donc c'est la question de, quand on est Foucault et qu'on a fait tout ce travail critique de dévoilement des effets d'imposition de l'autorité dans les discours se réclamant de la vérité, comment on fait pour reconstruire une pensée du discours de l'intellectuel, philosophe,
dans l'espace public moderne. Et voilà, je suis très frappé par le fait qu'à ce moment-là, Foucault, qui était quand même, dont toutes les coordonnées étaient le plus éloignées possible de la référence aux Lumières, se trouve obligé de s'y confronter, donc à la fois par la configuration de l'espace public et par sa propre évolution intellectuelle. Et donc, quand je dis, pour répondre précisément à ta question, quand je dis que, au fond, le propre que les intellectuels modernes ne peuvent pas échapper complètement, ne peuvent jamais vraiment échapper à cette question des Lumières, c'est pas tant sur, cette fois, la question, par exemple, de l'universalisme, que sur une question plus concrète qui est la question du paradoxe, ce que j'appelle le paradoxe de l'intellectuel dans l'espace public, c'est-à-dire le paradoxe de l'intellectuel dans l'espace public, ça, je l'ai étudié assez longuement dans la troisième partie, qui naît avec les philosophes des Lumières, c'est que la mission de l'intellectuel, du philosophe ou de l'écrivain, elle est pensée par les Lumières comme le fait d'éclairer, c'est-à-dire de permettre aux autres de penser de façon autonome, mais que pour leur permettre de penser de façon autonome, il faut commencer par affirmer l'autorité intellectuelle spécifique de celui qui va les éclairer. Parce que le danger, sinon, c'est d'un espace public totalement dérégulé, où toutes les paroles se valent, et où tout le monde peut parler. Et donc ça, c'est un paradoxe dont ils sont très conscients. Et en fait, tout le texte de Kant de 1784, en fait, est un texte qui essaye enfin c'est ma lecture, mais qui essaye en fait de régler cette question-là, de réaffirmer l'autorité intellectuelle de l'Aufklärer, du philosophe, du savant, une fois qu'il a proclamé que les Lumières, c'était le fait que chacun devait penser par lui-même. Voilà. Donc cette ambiguïté, je pense que l'intellectuel moderne dans un espace confronté à l'espace public finit presque obligatoirement par s'y confronter. Et je termine par moi. Donc, ce qui m'intéressait avec Foucault, c'était de montrer qu'à la fois, alors qu'il avait, je pense, toujours pensé échapper à la question des Lumières ou de la Aufklärung pensée en termes traditionnels, finit par s'y confronter, mais qu'en s'y confrontant, il en relance la signification. C'est ça qui est intéressant, parce que Foucault fait, vous savez sans doute, donc, dans ce texte de 1984, une proposition très forte. Il dit, en fait, les Lumières, c'est pas l'humanisme, c'est pas les droits de l'homme, les Lumières, c'est le geste réflexif de pensée, de diagnostic de la modernité. Je pense que c'est une idée qui est à la fois très forte, donc d'ailleurs dans ce que j'ai dit tout à l'heure, vous avez vu que je reprends quelque chose, et en même temps qui n'est pas suffisante pour penser les Lumières. Mais enfin, je passe là-dessus. Mais ce qui est important, c'est que ce texte a une telle importance, a été tellement discuté, débattu, qu'aujourd'hui, cette idée des Lumières comme ethos de la modernité, c'est la formule de Foucault, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, fait partie du corpus des textes auxquels on est obligé de se confronter quand on essaye de réfléchir aux Lumières. Donc ça, c'est important. Donc, en se confrontant à cette question, cet héritage dont il pensait s'émanciper, mais qui au fond était pris dans l'ADN même de la figure, de la question de la parole philosophique moderne, eh bien, Foucault en relance l'interprétation et en relance les configurations dont nous, arrivant après, nous héritons à notre tour des Lumières. Voilà. Merci beaucoup Antoine, vraiment, c'était passionnant et même après t'avoir lu, enfin, il y a des choses qui m'ont paru encore plus claires en t'écoutant. Donc on te remercie beaucoup.